Juste pour quelques mots de contexte, on repart à peu près de là où on est arrivé à chaque fin de table ronde depuis ce matin, c'est-à-dire sur des sujets de gouvernance, d'alignement des acteurs, de capacité à penser les choses de façon collective, et puis d'où on vient et d'où on parle et de quoi on parle. Alors on est dans la deuxième année d'un projet qu'on a entamé fin 2022 avec Acadie et David Jaiz sur l'art de gouverner les transitions. Comme ça, ça fait très ambitieux. Gouvernance des transitions au réel, ça a été plutôt des travaux dans la première année en 2023 thématiques sur la forêt filière bois, l'eau, l'énergie, le logement et la mobilité. Et ça a, entre autres, donné lieu à des publications très, très courtes d'Acadie, de la Fabrique. Et puis, ça a probablement aussi un peu nourri votre réflexion avec David Jaiz. Et ça a donné lieu à ce livre qui est paru en février dernier, qui s'appelait La Révolution obligée, que vous avez co-signé, David Jaiz et toi, Xavier Desjardins. Je vais vous laisser très vite reprendre la main. En année 2, on s'est dit, cette version thématique, cette vision thématique, il faudrait qu'elle soit ancrée plus fortement dans une expérience des collectivités locales, des acteurs locaux. Et c'est plutôt le travail de cette année 2024, d'aller poser une question thématique, mais sur le terrain. Et la question thématique qui vous a été posée, Monsieur Basile, c'était celle de la gouvernance de l'eau. La question qui vous a été posée ici à Libourne, c'était celle des mobilités. Celle qui a été posée à Michel Bisson, qui est président de l'agglomération de Grand Paris Sud et maire de Lieusaint, c'était celle de l'énergie. Je ne vais pas dévoiler du tout ce qui va être dit, parce que là, vous avez vraiment tout le temps d'expliquer à la fois la méthode et puis surtout des résultats par territoire et des résultats transversaux. Et au fond, je vous laisse administrer cette table ronde désormais maintenant en autonomie. C'est toi, Sacha, qui commence. Sacha, Charlotte et Xavier étant les co-auteurs de la note que vous pouvez retrouver dehors qui s'appelle « L'art de gouverner les transitions ». Voilà. Merci Céline. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, donc cette note achève la deuxième année de ce travail partenarial qu'on a mené avec la Fabrique de la Cité, David Jaiz et Acadie, sur le sujet de la gouvernance des transitions, qui au fond partait d'un constat qu'on voit tous dans nos pratiques professionnelles, des difficultés dans la mise en œuvre de ces politiques, difficultés à la fois liées à la conflictualité qu'elles suscitent sur les territoires, dans la société, difficultés aussi liées aux écarts entre les résultats qu'elles produisent pour l'heure et puis les objectifs que l'Union européenne et les nations se fixent dans les différentes stratégies qui se suivent successives. Et puis, difficultés dans la peut-être réception politique ou la politisation de ces sujets. Et, Monsieur Buisson, vous disiez ce matin, personne ne descendrait dans la rue pour parler de mobilité. Et c'est vrai que autant la question sociale, on descend dans la rue, autant sur la question écologique, un peu moins ou pas encore. Et donc c'est un petit peu ce qu'on a cherché à faire depuis 2023 au cours de ces sujets, enfin au cours de ces travaux avec la Fabrique, c'est-à-dire bien sûr essayer d'identifier des leviers ou des obstacles à lever dans la mise en œuvre des politiques de transition, mais aussi essayer d'identifier des sujets qui permettent d'orienter le débat, de politiser, de favoriser l'appropriation de ces questions par les élus et par les habitants aussi. Donc on l'a fait à l'échelle nationale la première année dans le cadre d'un séminaire, avec des comptes rendus de ce séminaire qui sont accessibles en ligne sur le site de la Fabrique de la Cité, qui a donné lieu à l'ouvrage dont tu parlais, Céline. Et cette deuxième année, on se proposait de le faire en partant des territoires et en observant la territorialisation des politiques de transition, c'est-à-dire la façon dont les territoires, leurs élus et puis les acteurs s'en saisissent et arrivent à les mettre en œuvre. Donc avec un prisme qui est vraiment modeste, hein, j'ai envie de dire, qui est une contribution, à savoir qu'on a pris 3 monographies, Grand Paris Sud, Montbrison, Libourne, chacune centrée sur une politique publique. Tu as dit, Céline, l'eau à Montbrison, l'énergie à Grand Paris Sud et
les mobilités à Libourne. On aura, je crois, l'occasion avec vous, Monsieur Boursier, d'évoquer aussi le numérique dans le cadre de cette table ronde, la transition numérique. Et donc, à chaque fois, en venant vous voir avec en fait 3 objectifs derrière la tête. Le premier, quel est le problème particulier qui se pose dans la conduite de ces politiques et qui ne se posait pas avant? Le deuxième, quelles sont les compétences et capacités que le territoire essaye de développer pour y répondre? Et troisièmement, sur quoi se jouent les arbitrages politiques? Et quand on est élu d'un territoire, comment on peut de façon transversale essayer de prendre position et animer le débat public local sur ces questions de transition? Donc comme c'est un débat, une table ronde auto-animée, ce que je vous propose, c'est que vous preniez la parole quand vous le souhaitez, bien sûr. Nous, on va peut-être dans un premier temps présenter successivement, en 5 minutes, montre en main, les trois monographies. Et puis, entre chacun des cas, vous pourrez, Monsieur Buisson, Monsieur Basile, compléter et donner votre point de vue d'élu. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, on tâchera de parler plutôt de la politisation transversale de ces questions avec Xavier Desjardins notamment. Donc un mot peut-être de Grand Paris Sud, qui était notre premier terrain. Grand Paris Sud, je dis quelques mots de présentation. C'est une agglomération du sud de l'Île-de-France qui rassemble Évry-Courcouronnes, Corbeil-Essonnes, donc des villes de 50-60 000 habitants. Comme toute agglomération de sud de l'Île-de-France, c'est vraiment des territoires pleins de contrastes. Vous avez des sièges sociaux, mais aussi des territoires industriels en Île-de-France, des quartiers parmi les plus huppés et des poches de pauvreté qui sont les plus ardus de France, et une agglomération qui, comme c'est souvent le cas en Île-de-France, a été créée relativement récemment, en 2016 seulement, et dont l'acte de baptême était justement la politique énergétique. Et donc, ils ont fait un PCAET, et donc, comme tous les PCAET, sont fixés des objectifs de sobriété énergétique, sont fixés des objectifs de production d'énergie renouvelable, et la spécificité de la production d'énergie renouvelable à Grand Paris Sud, c'est que c'est de la chaleur renouvelable et récupérable. Et donc, vous le voyez peut-être sur la carte qui s'affiche derrière, des petits réseaux de chaleur colorés, bleu foncé, rouge, qui représentent en fait les différents opérateurs publics, privés, parapublics qui sont derrière la gestion de ces réseaux. Mais en tout cas, on a un territoire qui progressivement s'est couvert de réseaux de chaleur, 90 km environ, desservant principalement des zones résidentielles. Et l'objectif de l'exécutif, c'est d'étendre cette politique-là pour essayer d'impliquer plus largement les entreprises dans la transition énergétique et les raccordements. Tout se passait plutôt bien jusqu'à 2022 et l'arrivée sur le territoire d'abord d'un premier data center, CloudHQ, dans la commune de Lys, c'est le triangle violet, un autre NTT 2 ans plus tard. Et là, se posent des problèmes un peu nouveaux parce que les data centers ne sont pas des acteurs économiques comme les autres. Les 2 data centers, à eux deux, multiplient par 2 la consommation énergétique du territoire. Entreprises, habitants, mobilité confondues. Donc effectivement, là, pour les élus, ça pose des sujets un peu vertigineux. Et donc on va dire que les nouveaux problèmes qui se posent là sur cette question énergétique à Grand Paris Sud, c'est des problèmes de conflit d'échelle. Conflit d'échelle, bien sûr, entre les réseaux. Parce que quand on a des data centers comme ça, il se pose la question de leur alimentation. C'est bien sûr pas les réseaux de chaleur locaux qui vont alimenter ces data centers. Et donc il y a la question d'articulation entre les grandes colonnes vertébrales dorsales de RTE, Enedis et ces réseaux de chaleur. Échelle aussi sur l'imputation que représente l'énergie de ces data centers dans une stratégie de sobriété foncière. On est là avec des équipements qui servent la souveraineté numérique du territoire. Est-ce que la consommation énergétique de ces équipements-là doit être imputée à ce territoire-là uniquement? Et puis, un conflit d'échelle aussi lié à l'aménagement économique
du territoire et de ces data centers, puisque là, on vous présente une deuxième carte à l'échelle de l'Île-de-France. Chaque point vert est un data center. En fait, ce qu'a vécu Grand Paris Sud, ce n'est pas, c'est la preuve d'une attractivité, mais c'est surtout la preuve d'une stratégie capitaliste de groupe de data centers qui s'installe. Il y en a 160, il y en avait 160 à l'hiver 2023, il y en a sans doute plus aujourd'hui, et qui s'installent le long des dorsales électriques et Internet de l'Île-de-France, sans que l'aménagement finalement ne soit voulu ou concerté entre les territoires. Et donc là, il y a évidemment un autre enjeu de conflit d'échelle qui se pose à l'échelle régionale. Pour continuer, pour ces conflits d'échelle, ils interrogent la gestion des réseaux énergétiques du territoire et la maîtrise que peut en avoir Grand Paris Sud. Et d'abord parce que la gestion des réseaux, comme on le voit sur la carte, elle implique des modalités de gestion très différentes, avec à la fois des systèmes publics, avec des réseaux qui sont gérés en régie, et d'autres qui sont gérés par des filiales en DSP. Et l'agglomération, elle essaye de se saisir de ce débat et de gérer, d'aller vers une gestion publique de ces réseaux. Et donc, ça implique un débat assez fort dans l'agglomération pour d'une part, la maîtrise publique permet de gérer les prix, mais à la fois, ça demande un investissement supplémentaire des élus et des équipes techniques. Et en même temps, dans une logique de transition, l'agglomération essaye de se saisir de cet enjeu. Et d'autre part, un des enjeux forts de transition pour l'agglomération, c'est développer sa capacité à entraîner les entreprises du territoire dans sa transition énergétique, puisque aujourd'hui, les réseaux de chaleur, ils alimentent principalement les logements, et assez logiquement, la maîtrise, la capacité d'action de Grand Paris Sud sur les stratégies des entreprises est beaucoup plus réduite. Et aujourd'hui, elle tient essentiellement aux relations interpersonnelles entre les élus et les acteurs économiques, mais elle a permis notamment de relier l'entreprise Coca-Cola au réseau de géothermie public. Et l'agglomération poursuit cette stratégie en développant des chartes de transition sociale et écologique avec les entreprises pour véritablement arriver à coordonner les stratégies à la fois des acteurs économiques et la transition énergétique prônée dans le PCAET de l'agglomération. Et puis, un dernier enjeu pour répondre à ces conflits d'échelle, et développer les capacités de coordination des réseaux, c'est la coordination avec l'État, qui est d'autant plus forte depuis l'arrivée des data centers sur le territoire, dans la mesure où l'État prône une doctrine pour l'arrivée des data centers sur le territoire qui aujourd'hui se résume plus ou moins à tant que la capacité énergétique du territoire est là, on y va et on donne l'agrément pour que le data center s'installe, là où l'agglomération porte une stratégie qui peut être autre, et cette capacité de dialogue doit être, en tout cas les acteurs demandent à ce qu'elle soit améliorée. Et donc l'enjeu de coordination des réseaux est le principal enjeu qui, pour l'agglomération, permet de faciliter le dialogue avec les acteurs économiques et institutionnels. Donc sur cette question de l'énergie, des problèmes nouveaux plutôt liés à des conflits d'échelle, des compétences que l'agglomération essaye de développer autour de ces enjeux de coordination. Les problèmes et compétences que l'agglomération de Montbrison essaye de développer sur l'eau sont un peu différentes. Quelques mots sur notre excursion à Montbrison, donc sous-préfecture de la Loire. Et alors, je ne sais pas si on le voit bien sur la carte, mais en fait, l'agglomération est vraiment très très grande. La communauté d'agglomération Loire-Forez est vraiment toute la partie en surbrillante, qui est entre la plaine du Forez à l'est et les monts du Forez à l'ouest, 110 000 habitants, et qui est traversée par une dorsale qui est le canal du Forez. Et en fait, si on compte l'ensemble des usages de ce canal, ça donne une idée de la diversité des acteurs et des usages de l'eau sur votre territoire, en fait, Monsieur Basile. C'est-à-dire que donc, ce canal-là a été créé, je crois, au début du XXe siècle, pour des raisons sanitaires, mais aussi des raisons agricoles, de développement agricole pour le bassin alimentaire stéphanois. Et on peut dire que ça a été une réussite, puisque ça fonctionne toujours. Le système d'irrigation qui est en place est toujours là. Des associations locales se sont constituées.
Un autre acteur qui profite de ce canal, c'est le barrage hydroélectrique de Grandjean, donc c'est-à-dire EDF, qui s'est installé là dans l'après-guerre pour produire de l'énergie. On a aussi quelques acteurs industriels, notamment une verrerie qui met en bouteille l'eau de la source Paro qui est sur votre territoire. Ce canal sert aussi à alimenter un petit peu l'eau potable de Montbrison, et puis il sert bien sûr à alimenter les milieux, puisque, in fine, on le voit légèrement sur la carte, le canal se jette dans la Loire, et donc il faut qu'il y ait un débit toujours suffisant pour que la Loire continue d'être alimentée et que les milieux soient nourris. Et donc, on voit bien que là, il y a une densité d'acteurs, alors que beaucoup de territoires retrouvent, mais qui est peut-être là encore exacerbée, et qui se traduit en conflit intersectoriel quand on est en période de sécheresse. Et les périodes de sécheresse, vous en connaissez de façon annuelle et de façon de plus en plus régulière et de plus en plus puissante, j'ai envie de dire, notamment celle de 2022, qui s'est étendue presque de l'été jusqu'à mars, et qui a été ressentie vraiment douloureusement localement par les acteurs. Et donc là, ça crée évidemment des conflits d'usage et entre secteurs, avec des questions économiques, bien sûr, pour les agriculteurs, et pour la source d'eau, mais bon, ça c'est autre chose, et des questions politiques aussi. J'imagine que vous en direz un mot aussi quant au développement futur de ce territoire. Et peut-être ce qui nous a frappé, c'est que il y a ces tensions, il y a ces conflits intersectoriels, mais il y a finalement peu de scènes où les gens peuvent se parler et se dire les choses en face entre ces acteurs à l'échelle de ce territoire. Et il y a peut-être d'autant moins une scène de dialogue entre ces acteurs que ce système de l'eau, Sacha l'a dit, est très complexe avec une grande diversité d'acteurs et avec beaucoup d'instances et de rapports entre acteurs qui sont hérités, notamment le syndicat qui gère le canal est ancré depuis très longtemps et la concession du barrage à EDF, les termes n'ont pas évolué depuis 1960. Donc une situation de la ressource en eau qui était bien différente de celle d'aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, la raréfaction de la ressource invite à faire évoluer ce système et montre toutes les limites des dialogues entre acteurs qui existent. Et l'agglomération agit au sein de son périmètre pour faire évoluer ce système. Vous préciserez, j'imagine, Monsieur Basile, pour renforcer son rôle, notamment en rentrant dans la gouvernance du SMIF, donc le syndicat qui gère le canal, et en accompagnant les acteurs industriels et agricoles dans l'adaptation de leurs pratiques et vers plus de sobriété. Et puis, ce système de l'eau, il dépasse aussi territorialement l'agglomération, puisqu'il est relié donc à la Loire, et puis avec un certain nombre d'acteurs institutionnels qui dépassent le périmètre. Et c'est à la fois une force, parce que ça peut être une réponse face à la raréfaction de la ressource, puisque l'agglomération noue un certain nombre d'accords d'interconnexion avec ses territoires voisins, dans une forme de solidarité, pour faire face à la raréfaction et assurer une continuité des usages. Et à la fois, l'agglomération doit avoir construire les capacités de se saisir d'enjeux qui dépassent son territoire, liés à la Loire et puis à la relation avec l'État. Et donc c'est toute cette capacité de régulation des acteurs qui est essentielle pour l'agglomération. Je ne sais pas si je dois intervenir, mais bravo, ils sont venus une fois ou deux à Montbrison et ils ont réussi à résumer le problème de l'eau en oubliant quand même sur cette diapo le trait bleu que vous avez en plein milieu, en fait c'est la Loire. Et vous voyez que le fleuve Loire, le fleuve Loire ne concerne pas que les châteaux de la Loire, ça concerne aussi le Stéphanois et le Montbrisonnais. Simplement là vous voyez que vous avez en amont du barrage de Grandjean, qui est le petit croissant bleu que vous avez au milieu, en amont vous avez déjà des prélèvements qui sont faits, et surtout sur un autre bassin versant qui est l'Ardèche. Une partie de la Loire est détournée vers l'Ardèche, même en période d'étiage, certes pour alimenter le barrage hydroélectrique de Montpezat, mais aussi pour l'activité de canoë, même quand il n'y a pas beaucoup d'eau, puisqu'il faut quand même qu'il y ait une activité touristique en Ardèche très importante. Donc une partie de la Loire est détournée là. Ensuite, ça s'accumule au barrage de Grandjean, c'est là que le canal du Forêt prend son origine. Et en période d'étiage, on voit que le canal du Forêt, qui permet l'irrigation agricole de la plaine du Forêt, ce canal permet aussi l'alimentation en eau potable. Et en période d'étiage, il prend pas mal d'eau, l'air de rien, et la Loire peut en manquer. Elle peut en manquer parce qu'il faut que le barrage, il ait 419 mètres de hauteur d'eau pour fabriquer de l'électricité. Je rappelle que le barrage est postérieur au canal du Forêt, hein, il est venu après.
avec une concession mais ce que je ne savais pas, et depuis je travaille le dossier à fond, c'est qu'en fait, on pourrait turbiner jusqu'à 300 mètres. Mais on ne descend pas jusqu'à 300 mètres parce qu'à ce moment-là, l'eau du barrage est trop basse et on ne peut plus faire l'activité touristique que le barrage de Grandjean a permis, puisqu'il y a du coup un plan d'eau sur lequel on fait du bateau de loisirs. Et si on descend à 300 mètres, on ne peut plus faire de bateau de loisirs. Donc on est obligé de le maintenir à 400 mètres, ce qui peut poser problème, même si le canal retourne dans la Loire. Et puis ensuite, vous avez des prélèvements après, et notamment, vous avez quelques centrales nucléaires éventuellement à refroidir. Donc il faut que l'étiage de la Loire percute. Donc quand vous avez tout ça, et que l'enjeu, il est agricole, il est la fabrication d'énergie, qui est l'alimentation en eau potable, vous dites, et qui est touristique, on se retrouve avec des conflits de politique publique sur un même sujet qui sont sacrément criants. Ça existe dans d'autres territoires et il faut qu'on arrive à se mettre autour de la table et à peser politiquement. Bon, au final, chez nous, c'est assez simple, puisque pour nous, c'est l'alimentation en eau potable. Donc je ne sais pas quel est le politique qui va dire qu'on ne peut plus avoir d'eau potable, mais ça ne va pas être facile à tenir. Après, les enjeux entre agriculture, tourisme, pareil. Bon, en tout cas, on a un sujet chez nous. Et pour l'instant, la gouvernance de ce sujet, elle n'est pas si simple à gérer. Nous, sur Loire Forêt Agglomération, on a la compétence eau potable depuis 2020. Et effectivement, vous l'avez dit, on cherche à rentrer dans les gouvernances des uns et des autres pour pouvoir peser et orienter des politiques vers ce qui devient absolument nécessaire en période d'étage. Qu'est-ce qu'on maintient en période d'étage? C'est vrai que j'ai oublié de le dire, il y a aussi des entreprises qui achètent de l'eau potable pour fabriquer des sodas qu'ils vendent dans les pays étrangers, puisqu'en France ou en Europe, ils ne sont pas aux normes européennes, donc ils les vendent à l'étranger, et on ne peut pas empêcher de leur vendre de l'eau à partir du moment où ils la payent. Alors on a augmenté le prix de l'eau pour eux, mais bon. On voit bien que sur l'eau, dans les différentes actions que la communauté d'agglomération essaye de faire, finalement, ce sont des actions qui essayent d'instaurer une régulation ou un début de régulation entre ces acteurs aux intérêts extrêmement divergents. Sont encore, il nous semble, d'autres problèmes et d'autres enjeux et capacités à développer à Libourne avec les politiques de mobilité. Alors on en a déjà parlé ce matin, donc on va essayer d'être le moins redondant possible, mais peut-être juste prendre ce sujet-là sous l'angle de l'aspect social ou de la question sociale, parce que Libourne, la Cali est indiquée comme l'agglo rive droite de Bordeaux, donc une agglomération périmétropolitaine. Et comme toute agglomération périmétropolitaine, les déplacements sont extrêmement nombreux. D'une part, en voiture, mais pas que. Et d'autre part, peut-être l'autre caractéristique, c'est que les contrastes sociaux et territoriaux sont vraiment extrêmement importants au sein de l'agglomération, et que derrière ces contrastes-là, il y a au-delà des modes de déplacement différents, il y a des référentiels, des visions et des projections dans la mobilité qui sont extrêmement différentes. Et donc on a compris, à partir des entretiens qu'on a eus avec les différents élus et techniciens du territoire, que la politique de mobilité à Libourne, c'était aussi une politique de cohésion, quelque part, au sens où, c'est notamment le sens il nous semble, du développement et de la gratuité du système de bus intercommunal de la communauté d'agglomération, qui vise à essayer autant que possible d'atténuer les tensions entre les modes de vie différents des gens du territoire, tensions qui pourraient être, alors même si c'est incertain compte tenu des perspectives de financement, mais qui pourraient être exacerbées avec le CERM, malgré tout, parce que même si, c'est une perspective, j'imagine, dont le territoire se réjouit, et en même temps, ça traduit une autre étape dans la décarbonation des politiques. Donc le CERM qui vous concernerait à Libourne, c'est la ligne en bleu, qui permettrait, c'est pas une création de ligne, c'est la ligne de TER qui existe déjà, mais qui permet plus de capacité, un cadencement supérieur, et puis qui dépasserait Bordeaux pour donner un accès direct aux universités et au CHU. Mais tout le défi, il nous semble, c'est de garder cette politique de cohésion à l'aune de cette étape supplémentaire de la décarbonation.
Et donc, dans ce contexte, le CERM peut être est perçu comme un levier de développement territorial qui s'inscrit dans la continuité de la politique de mobilité déjà menée par la ville et dans l'agglo, et qui vient agir comme un levier supplémentaire pour accompagner les politiques de l'agglomération, à la fois pour faire de Libourne une ville étudiante, puisque le CERM va permettre de rapprocher Libourne des universités bordelaises, et puis d'un autre côté, un peu le pari que prend l'agglomération d'entraîner tous les habitants de son territoire dans la transition mobilitaire et de faire bénéficier le CERM à l'ensemble du territoire ruraux comme urbains au sein de l'agglomération, avec une politique d'expérimentation de différents modes de transport, d'autopartage, le prolongement des bus, etc. Et puis le CERM, c'est aussi une opportunité qui vient redéfinir les cadres de dialogue entre les acteurs de la mobilité et du développement territorial. Et dans ce cadre, a été mise en place une gouvernance inédite entre la SNCF, la ville de Libourne et la CALI, qui a permis de définir une feuille de route stratégique partagée et des horizons communs en vertu d'une meilleure coordination des politiques et pour favoriser cet entraînement de l'ensemble du territoire dans la transition. Et puis enfin, cet entraînement, il se joue aussi à une autre échelle. On l'évoquait ce matin, d'une part avec les territoires voisins et tout l'enjeu de coordonner les politiques de mobilité au-delà des périmètres des intercommunalités pour prolonger les lignes de bus. C'est un travail qui est déjà mené avec le Grand Saint-Émilionnais et à l'échelle du PETR. Et puis à une échelle plus large du bassin de mobilité. Et c'est une capacité qui est en train de s'amorcer avec la structuration du syndicat mixte de transport de Nouvelle-Aquitaine. Je n'ai pas forcément envie de réagir sur le dernier point. Je me suis exprimé ce matin. Ce qui est intéressant, c'est les 3 items que vous avez choisis. Me semble-t-il, il pourrait y en avoir plein d'autres, et qui posent la question de la gouvernance, de ces compétences, de ces problématiques fondamentales, d'avenir, l'accès à l'eau, pas un sujet dont on parlait il y a 10 ans, enfin en tout cas à Libourne, sincèrement, même pas il y a 5 ans, de la problématique des mobilités, je l'ai dit ce matin, et puis même la problématique de l'énergie. Comment, vu de Libourne, vu de mon bureau de maire ou de mon bureau de président de l'agglo, avec mes collègues, comment on essaye d'améliorer les choses et de gouverner autant que faire se peut ces politiques publiques. C'est extrêmement compliqué, je l'ai dit sur les mobilités. Je peux m'amuser à mettre des bus sur mon territoire, sur le reste, personne ne m'écoute, personne ne veut m'écouter même, et puis de toute façon, je n'ai pas beaucoup de moyens, donc qui paye décide. Comme on ne paye pas, on ne décide pas, grosso modo. Hein. Et encore, l'agglo, je le redis, comme on est une AOT, un tout petit peu droit au chapitre, mais alors si on n'est pas une AOT, c'est en Gironde, les 2 tiers de la Gironde ne doivent pas être autorité organisatrice de transport. Donc, sur l'énergie, c'est à peu près la même chose, avec un petit bonus aux territoires qui sont malins, plus malins que les autres, et en l'occurrence plus malins que nous, puisqu'on en est, nous, au début de l'écriture d'un PCAET, quand je vois que vous l'avez écrit il y a 10 ans, incontestablement, on n'est pas malin. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'au-delà de la vertu à organiser une production d'énergie ou une raréfaction ou des économies d'énergie, en tout cas, les énergies vont être une ressource de plus en plus fondamentale dans l'équation budgétaire des collectivités, à la fois dans les économies, mais surtout dans la production d'énergie. L'un des grands enjeux des territoires et des agglos aujourd'hui, ça va d'être capable de produire de l'énergie. D'acheter, de remembrer du foncier pour, par exemple, créer des fermes photovoltaïques. Où? En réalisant une cartographie, en négociant avec Enedis les postes sources, en regardant où est-ce que c'est judicieux de poser des centrales photovoltaïques et en essayant de racheter les fonciers
par exemple, monsieur le sous-préfet, des fonciers qui se défrichent de nos vignes, et là, de se recaver dans un contexte de finances publiques qui se raréfie. Deuxième enjeu, me semble-t-il, et ça doit peut-être enfin être un enjeu des élections municipales et intercommunales prochaines, puisqu'on ne parlait jamais de ça, nous, dans les élections, c'est de populariser le débat, c'est-à-dire d'avoir quelque chose de très pragmatique, de dire, pour un point zéro, sur le territoire, on produit tant d'énergie, on en consomme tant, et à l'échelle d'un mandat, voilà les engagements qu'on prend devant la population. C'est-à-dire faire de ce sujet un sujet politique. Je disais tout à l'heure, on ne descend pas dans la rue sur ces projets, parce que aussi on n'en fait pas des sujets politiques. Enfin, sur l'eau, je le dis devant Martin Malvy, qui a été longtemps président du bassin Adour-Garonne, aujourd'hui présidé par Alain Rousset, je crois. Là, c'est du grand n'importe quoi. On n'a pas la même problématique que vous, mais on a, nous aussi, un problème naissant. Donc nous, on est dans l'apprentissage de cette contrainte, de l'accès à l'eau. On puise dans une nappe, qui est la nappe éocène, qui s'amenuise. Et on a une gouvernance de la politique de l'eau qui est complètement absurde. Là, franchement, le législateur a écouté les élus locaux. Je crois qu'il a eu tort. Tout ça parce qu'on n'a pas voulu débrancher les syndicats et donc l'indemnité du président du syndicat de l'eau, parce qu'une fois que vous débranchez le problème de l'indemnité du président du syndicat de l'eau, vous réglez quand même à peu près les 3/4 du problème de la gouvernance de l'eau sur un territoire. Donc on en est là. Et si j'étais président d'un syndicat et que c'était un tiers de ma rémunération mensuelle, bon, je me dirais, écoutez, on peut peut-être attendre quelques mois avant de me débrancher. Donc je le dis avec un peu d'outrance, mais en étant tout à fait pragmatique sur la difficulté. Et moi-même, dans mon agglo, j'ai pas été virulent pour pas interdire, mais pour tuer les syndicats des eaux. Mais on est dans une gouvernance qui est du grand n'importe quoi et qui, en tout cas, là aussi, comme je le disais ce matin sur la mobilité, devrait se gérer au niveau d'un bassin de mobilité. Bien, peut-être que l'eau devrait, à minima, se gérer au niveau, sinon d'un bassin versant, en tout cas, d'une gouvernance d'une nappe phréatique. La nappe phréatique de Libourne n'est même pas la même que celle de Bordeaux. Donc vous voyez que ce sont des territoires qu'on peut administrer, on peut découper les choses. C'est là où je disais ce matin, la loi NOTRe n'a pas été peut-être aussi loin qu'elle aurait dû aller. Je ne sais pas s'il fallait des grandes régions. Moi, j'ai été conseiller de François Hollande, donc je ne vais pas en dire hyper du mal. Mais en tout cas, il faut, sur ces politiques-là, amener du pragmatisme. L'eau est une compétence des intercommunalités. Putain, mon intercommunalité, elle ne va même pas à Saint-Émilion, qui est à 3 km. Elle ne va pas à Fronsac, haute capitale viticole, qui est à 2 km. Donc, et on puise dans la même nappe et on n'en parle jamais ensemble. Bon, donc, sans rentrer dans le détail de ce qui ne va pas à Liban et ce qu'il faudrait faire pour améliorer les rendements OK, ça tout le monde le comprend et le connaît, c'est avoir une gouvernance mieux administrée. Et j'en conclus en disant, parce que les problèmes politiques, ils se règlent quand ils deviennent des problèmes populaires, souvent. Nous, on fait un PLUI. Laurence Louret l'a peut-être dit tout à l'heure, j'ai dû m'absenter. On fait un PLUI que nous adopterons dans une dizaine de mois. C'est quoi le déterminant qui va nous empêcher de construire? C'est l'accès à l'eau potable. On a des communes, peut-être il y a des élus ou des anciens élus qui sont présents, de Vers, Ison, qui sont des communes importantes, à 10 km d'ici, eh bien, aujourd'hui, ils ne peuvent plus construire parce qu'il n'y a plus d'accès à l'eau potable. Donc, soit on se met en capacité de libérer des accès à l'eau potable, de faire des économies, de rendre plus performants nos réseaux d'eau,
soit il n'y aura pas de construction possible. Et là, on est sur du périurbain, périmétropolitain, mais encore plus proche de la métropole qu'est Libourne. Et là, ça devient un sujet majeur, parce qu'il y a des gens qui veulent construire ce territoire, on leur dit non. Pourquoi non? Eh bien, parce qu'il n'y a pas d'eau. Comment ça, il n'y a pas d'eau? Mais non, il n'y a pas d'eau potable. Vous avez un problème d'eau potable ici à Libourne. Personne ne le sait. Vous pouvez interroger la maire Michu sur la place de la mairie. Elle ne sait pas qu'il y a un problème d'eau à Libourne ou dans le Libournais. Et le président de l'agglo que je suis, c'est une compétence là aussi nouvelle, mais que je n'ai pas envie de gérer tout seul. J'ai envie de partager ce problème. Et il n'y a pas de lead. Il n'y a pas de lead. Le président du département n'est pas un leader. Le président de la région, c'est trop vaste. À Dour-Garonne, c'est encore plus vaste. Donc j'en sais rien. Pour, si je peux me permettre simplement de rebondir sur l'ensemble des thèmes que tu as abordés et sur lesquels je souscris tout ce que tu as dit. Et sans être outrancier, pour ma part, j'ai dégommé tous les syndicats de mon interco d'eau. Voilà. Oui, il n'y en a plus. T'es président? Oui. Ah oui, t'es président. T'es bien. Parce que moi, Oui. je dis qui vote pour moi. Non, moi, ils ont voté pour moi et après, je les ai dégommés. Voilà. Non, alors blague à part, on a dissous effectivement l'intégralité des syndicats et on l'a fait à marche forcée, parce que certains ne voulaient pas. Aujourd'hui, plus personne ne voudrait gérer l'eau dans le contexte dans lequel on est. Plus personne ne voudrait la reprendre. Et j'ai cru entendre qu'une proposition au Sénat, désolé, je fais un peu de politique nationale, mais c'est très rare que j'en fasse, avait dit il fallait redonner ça en compétences non obligatoires et sur la simple volonté des élus locaux. S'il y a bien 2 compétences eau et assainissement qui peuvent très difficilement se gérer sur des petits territoires, c'est bien cela. PLUI, alors oui, on fait un PLUI sur loi fort agglomération à 87 communes. Et je l'ai dit tout à l'heure, je suis président du SCOT. Clairement, l'eau, c'est un sujet. Pas d'eau, pas de constructibilité. Mais là où c'est un peu plus compliqué, pas d'eau. Pas d'eau pour le moment, parce que la rivière commence à avoir un débit réservé trop bas, parce que la nappe, c'est... d'accord, mais on peut sécuriser. Donc interconnexion, donc sécurisation, donc travaux. Donc ça veut dire que même au travers de nos PLUI, c'est pas si manichéen que ça. C'est pas il n'y a pas d'eau, on fait pas. C'est il n'y a pas d'eau pour le moment, mais il y aura peut-être demain. Et quand on voit, et ça fait partie des choses qu'il faudra quand même arriver à changer dans notre pays, le temps qu'il faut pour arriver à faire un PLUI et un SCOT, on voit bien que ces échelles-là ne correspondent plus du tout à nos besoins d'agilité. Pour en revenir à la gouvernance, tu as dit un mot, et je laisserai les collègues parler derrière, bien évidemment, pragmatique. On ne peut pas imaginer une gouvernance de l'eau comme on imagine une gouvernance de l'énergie, comme on imagine une gouvernance de mobilité. Ça veut dire que ce n'est pas les mêmes périmètres. L'eau, c'est des bassins versants et une ressource. L'énergie, chez nous, pourquoi pas l'échelle du département? Ça nous paraît à peu près cohérent. Les éoliennes ne se mettent pas à certains endroits, elles se mettent ailleurs, pourquoi pas. Sur les mobilités, non, là aussi, chez nous, le périmètre idéal pour parler des mobilités, c'est le SCOT. Le périmètre du SCOT est le bon périmètre pour gérer nos mobilités chez nous. Alors du coup, ils ont dit, le SCOT, il a qu'à s'en occuper. Ah bah non, là pour le coup, on n'est pas du tout... Le SCOT, c'est juste un truc pour faire de l'urbanisme. C'est pas fait pour gérer. Le périmètre est bon. Donc il faut créer une gouvernance. Sur le fait qu'on est compétent, on paye, donc on décide, clairement, il va falloir que ça change. Ça ne peut pas continuer comme ça. Compétent décide, mais il décide pas tout seul, c'est pas possible. Il décide au travers des différents territoires qu'il traverse et pour lesquels il aménage. Et ça, c'est très compliqué. Moi, je reviendrai simplement, parce que je crois qu'on l'est peut-être tous, mais sur le dispositif Cœur de Ville, qui a réussi finalement à nous mettre en mode projet, et ça marche. Et bien sur le type de problématique qu'on est en train de parler aujourd'hui, ça n'existe pas. Moi, sur l'eau, là, ça va être très compliqué en période de sécheresse. Même si le préfet est là pour donner les priorités, il les a données. Et heureusement que les services de l'État sont particulièrement bien documentés sur ces sujets-là. Mais clairement, ça va être la foire d'empoigne si on ne s'organise pas quand tout va bien. Parce que si on n'est pas organisé quand tout va bien, le jour où ça va aller mal... Peut-être avant qu'on avance sur la politisation de ces sujets plus en détail avec toi, Xavier, Monsieur Boursier, peut-être pouvez-vous, au titre d'élu de Nevers, réagir à 2 titres, à la fois
sur ce qu'évoquent ces enjeux de transition. J'imagine que vous partagez partiellement peut-être sur la question sur le territoire de Nevers. Et puis, je crois que Nevers Agglomération mène une démarche particulièrement volontariste sur la question des transitions numériques. Et nous présenter cet enjeu en peut-être insistant sur les similitudes et les divergences avec les cas de transition qui viennent d'être présentés. Oui, bien écoutez, bonjour à tous. En tout cas, je suis arrivé cet après-midi, donc je remercie déjà mon collègue de m'inviter. Je remercie la Fabrique, je remercie toutes les personnes qui sont ici et qui nous accueillent. C'est toujours enrichissant d'échanger entre territoires, de comprendre, d'essayer de connaître les spécificités des uns et des autres. Et alors, déjà, petit préambule, à Nevers, on n'utilise plus le terme ville moyenne. Là, le vocable de cette manifestation, c'est les villes moyennes. Alors nous, ce vocable, on ne l'utilise plus depuis une dizaine d'années. Nous appelons ça maintenant les villes médianes. Parce que moyen, vous savez, quand on est à l'école, on dit qu'on est moyen, c'est pas très flatteur parfois. Donc nous, on a rejeté ce vocable. Nous sommes donc une ville médiane. Voilà, bien. Cela étant dit, évidemment, les problèmes des uns et des autres parfois sont communs et parfois divergents. L'eau, évidemment, c'est un vrai sujet de mobilité également. Nous, notre problème à Nevers, ce sont les inondations. La Loire qui sort de son lit régulièrement. Nous avons ce fameux papy. Vous aussi ? Oui, voilà. Donc nous, de l'eau, pour le moment, nous en avons. Alors, pour faire la digression avec ce que vient de dire ce monsieur de la Fabrique, c'est la mise en place, maintenant il y a une dizaine d'années aussi, d'un projet numérique à Nevers, qui embrasse effectivement tous les sujets de l'eau, les sujets d'immobilité, les sujets d'énergie, etc. Et pour l'eau, notamment, on a lancé une innovation maintenant il y a 3 ans avec l'intelligence artificielle. Chaque année, nous économisons 200 000 mètres cubes d'eau uniquement avec la gestion des transports des flux d'eau. Alors, cette intelligence artificielle a été créée en collaboration avec le groupe Lacroix. Et nous l'avons, je dirais, exportée, puisque maintenant certaines villes du Canada utilisent le même système que nous. Et nous sommes assez fiers de cette économie qui est extrêmement sensible et que l'on retrouve aussi dans le porte-monnaie de nos administrés. Donc ça, c'est sur le point de l'eau. Sur le point des mobilités, nous avons, avec beaucoup de modestie, hein, nous travaillons à ce qu'on appelle la Smart City, vous savez, c'est ce grand nom qu'on utilise depuis 5-6 ans, là. Et donc, effectivement, nous avons des transports urbains qui sont pseudo-intelligents, avec des parcours, là aussi, je dirais, extrêmement numérisés. Tout ça pour dire que c'est qu'on n'est pas les meilleurs, loin s'en faut. On retrouve les mêmes caractéristiques que celles de mes collègues. Mais là aussi, je reviens à cette invitation que vous avez eu vraiment l'immense gentillesse de nous transmettre. J'en profite pour dire que nous, ville médiane, territoire médian, on doit se voir plus souvent, on doit collaborer, parce qu'en fait, il faut pas croire. Madame, monsieur, vous venez de Paris, évidemment. Sauf que sur nos territoires, il y a de la richesse. Il y a de la richesse intellectuelle, il y a de la richesse, je dirais, de production. Et nos élèves dans nos universités locales réalisent des travaux remarquables. Donc nous sommes, nous aussi, à Nevers, créateurs d'un sommet de l'innovation qui s'appelle le CIVIM, le sommet de l'innovation en ville médiane. C'est un sommet que nous avons créé au patronage du président de la République, Emmanuel Macron, en 2019, je crois, voilà, et qui permet justement à des start-up, à des entreprises de présenter toutes leurs technologies au profit des villes médianes. C'est-à-dire que ce sont donc des start-up des villes médianes qui présentent aux villes médianes. Donc effectivement, cela a un impact et sur l'eau, les mobilités, l'énergie, enfin tout ce qui est transverse. Donc voilà, je tenais à intervenir sur ce point-là. Donc tout n'est pas parfait. Tout n'est pas mauvais, mais ce que je veux dire, c'est que je répète 3 fois la même chose. Je suis vraiment très heureux que nous nous retrouvions parce que la force
La force de nos territoires, elle est là, entre nous, avec ces présidents d'agglomération, ces maires, et vraiment, c'est un vrai bonheur de se retrouver. Donc moi, je suis intimement convaincu que ces problèmes d'eau et de mobilité se seront résorbés, j'en suis même certain, avec des technologies qui sont celles de notre temps, si j'ose dire. Merci à vous. Merci. Alors après les 3 voire 4 monographies sur les sujets de transition, peut-être on peut rentrer dans un deuxième temps de la table ronde qui est celui des façons de politiser ces questions de façon un peu plus transversale. Voilà, je te laisse. Oui, merci. Alors je crois qu'il y avait une ou deux diapositives. Alors effectivement, ce qu'on s'est dit, en fait, cette diapositive, je ne vais pas la commenter, je vais raconter autre chose, mais ce qu'on voulait se dire, c'est que sur la façon de territorialiser, ce qu'on voulait regarder, c'est quelle capacité du local à politiser ces enjeux. C'est-à-dire, nous, voilà, ce qu'on s'est posé, c'est pas la question de transfert de compétences ou choses comme ça qui sont évidemment très importantes, mais en se disant, et vous l'avez dit juste avant, qu'une des questions de la transition, c'est qu'effectivement, c'est la capacité d'en débattre localement qui est très importante, et comment en fait, on peut faire monter en capacité locale d'en débattre dans des instances différentes. Et si on met la diapositive suivante, s'il vous plaît, voilà, il y a 6 petits points, si vous pouvez les faire apparaître tous d'un coup, en fait, voilà, comme ça. Et ce qu'on peut voir, c'est que quels sont les leviers que vous utilisez pour politiser, et la question qu'on peut se poser, c'est comment ces leviers sont activés, mais on peut aller plus loin et plus les politiser, parce que, enfin, les faire débattre localement. Je commence par le produire et partager des données. Je ne vais pas dans l'ordre de ce qui est écrit, mais c'est pour gagner votre attention. Et c'est technique. Produire et partager des données, ça me semble très important, parce que quand même, vous l'avez dit, vous, monsieur, tout à l'heure, à propos de l'eau, monsieur Bisson nous l'a dit à côté de l'énergie, sur ces sujets-là, les débats locaux sont quand même difficiles à mener, parce que les données sont pas clairement partagées, et dans une démocratie apaisée, c'est quand même se mettre d'accord sur les termes du débat. Et là, je trouve que c'est quand même quelque chose qui devrait, je dirais, nous alerter, en tout cas être l'objet d'une discussion collective, parce que c'est tout à fait vrai sur l'eau, c'est tout à fait vrai sur l'énergie, on a une difficulté de connaissance. Il y a un rapport de quelques mois qui est sorti de la Cour des comptes sur l'eau. Je pense qu'à la Cour des comptes, c'est pas tout à fait des zadistes, ceux qui écrivent les rapports. Et par contre, ils écrivent très clairement, qu'une grande partie des données, des incompréhensions qui sont mises en avant par ceux qui accusent dans des débats, je déteste la violence, donc ça, je ne l'accepte pas. Mais en tout cas, ils disent que quand ils mettent en avant cette question, pour le coup, on peut pas les accuser d'avoir tort, de fait que les débats, en fait, sont mal construits faute de données, même s'il y en a quelques-unes. Alors après, pour débattre, vous l'avez dit, il y a le levier de la tarification qui est utilisé. Par exemple, vous l'utilisez pour vous augmenter le tarif pour quelqu'un qui vend l'eau de la Loire en dehors de l'Union européenne avec du sucre en plus. Voilà. Bon. Donc effectivement, c'est une manière de politiser le débat. Il y a la question de la gratuité. Enfin, on voit bien comment on joue un peu sur ce levier-là. Il y a la question de la planification locale qui est utilisée pour aussi politiser. Vous l'avez dit, il n'y a plus d'eau, je ferme, je le prends. Planification locale qui est encore une fois, donc je dirais le verre à moitié vide, à moitié plein. On voit bien sur la planification locale que pour politiser ces sujets-là, il y a une difficulté des temporalités de la planification, vous l'avez aussi évoqué, et aussi, je dirais, l'héritage intellectuel de la planification qui ne va pas du tout. Par exemple, un centre de données, pour utiliser le mot en français, ou les data centers, comme on a plus l'habitude de les appeler, c'est considéré comme un entrepôt de la logistique. Donc effectivement, dans le PLU, forcément, on ne peut pas avoir un zonage data center. Alors peut-être c'est une mauvaise idée de l'avoir, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit bien que même il y a des catégories, parce qu'en fait c'est des catégories, en fait il y a 9 catégories qui sont extrêmement anciennes. Et d'ailleurs même bureau-logement, aujourd'hui quand on fait du travail, c'est dire quoi bureau-logement? En fait souvent on a un bureau dans la maison. Enfin bref, voilà. Donc on voit bien que là, il y a un vrai problème aussi, je dirais, de la planification qui, de temps en temps, est un levier, mais on a du mal à saisir ces enjeux nouveaux. Il y a effectivement la légitimité des scènes de gouvernance. En fait, pour l'eau, c'est tout à fait typique. En fait, on avait des scènes de gouvernance du partage. En fait, on avait des scènes du partage de l'abondance, et qu'on n'a pas de scène de partage de la rareté. Donc en fait, on voit bien qu'on avait des scènes qui étaient très efficaces au moment de l'accroissement de la demande, et qu'on se retrouve à gérer la rareté avec les outils de gestion de la création de l'abondance au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Donc on voit bien là que c'est effectivement très, très difficile. Le cinquième levier, ce que j'ai appelé maladroitement, ce que nous avons appelé maladroitement peut-être une forme d'organiser de la diplomatie financière, on voit bien c'est comment on va aller chercher de l'argent public et de l'argent privé. Très à droite. J'adore ce terme.
Ah, vous aimez bien? Ah bah merci. Voilà, l'idée, et on voit bien à la fois argent public, et ça on l'utilise aussi pour politiser ça, et je ne suis pas plus long. Et puis le sixième levier, c'est la renégociation avec les opérateurs de l'État, puisqu'en fait sur tous ces sujets-là, on voit bien en fait c'est RTE, EDF, voilà, un certain nombre de grands opérateurs d'État, c'est-à-dire là c'est pas l'État général, c'est des opérateurs d'État, avec lesquels les capacités de gouvernance du local sont parfois faibles, ou quand elles sont puissantes, sont obtenues de haute lutte, ce que vous avez raconté avec la SNCF, par exemple, mais qui n'est pas le cas partout d'avoir une forme de, je dirais, de capacité d'échange quotidien avec un opérateur ferroviaire. Il y a beaucoup de territoires qui n'ont pas ces capacités locales, parce que je n'accuse personne, mais parce que les faits sont comme ça, quoi. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc en fait, voilà, ce qu'on a vu, voilà, c'est qu'il y a 6 leviers, mais qui sont à chaque fois, d'une certaine manière, utilisés à demi. D'une certaine manière, le verre est à moitié. Et donc, nous, voilà, en matière prospective, c'est comment on pourrait imaginer d'accroître les capacités du local à utiliser ces leviers, voire en utiliser d'autres, parce que là, on n'est peut-être pas exhaustif. Et dernier petit élément, et encore une fois, je reviens sur des choses que vous avez dites les uns et les autres, parfois ce matin et parfois là tout de suite. Oui, l'idée qu'aussi, quand même, sur ces 3 politiques-là, leur façonnage intellectuel n'est pas de la même époque, et qu'aujourd'hui on n'est pas, c'est pas la même, ces 3 politiques publiques sont pas dans les, voilà, ont des référentiels, disait politique, je suis mon côté un peu prof, peut-être un peu pédant, mais dire, voilà, à un moment où naît une manière de voir un problème et un système d'action qui est au service de la résolution de ce problème. Sur la mobilité, on est quand même très héritier, en gros, de la LOTI de 82, loi d'organisation des transports intérieurs. Augmentation de l'offre, segmentation des responsabilités en fonction du type d'offre. On a essayé de modifier, mais globalement, on est toujours un peu dans cette structure-là. Et vous l'avez dit ce matin, effectivement, il n'y a pas d'autorité organisatrice de la mobilité, c'est un abus de langage. Il y a des autorités responsables de segments, de bouts d'offres. Et effectivement, et là, on est, je dirais, héritier d'un système hérité dans les années 80-90, qui est complètement, en fait, qui est tout à fait pertinent pour l'accroissement d'offres de transport collectif, etc., mais qui paraît pas du tout en capacité, par exemple, de négociation aussi, je disais tout à l'heure, de rareté de l'utilisation de l'automobile, etc. Ça, c'est des choses, voilà, le système n'est pas fait pour parler de ça, de la voiture. Vous l'avez dit ce matin pour le vélo, mais c'est la même chose pour l'automobile, c'est la même chose pour les drones. En fait, c'est un système qui permet de distribuer de l'argent public pour un accroissement d'offres, mais beaucoup plus difficilement pour régler la mobilité. Sur la question de l'eau, en fait, on est à un moment de bascule, c'est ça que je trouvais très intéressant, c'est qu'en fait, voilà, c'est un héritage voilà, de construction à partir des années 1960, principalement, les agences de l'eau, etc., dont on voit bien, c'était intéressant dans les débats, qu'en fait, l'ensemble des acteurs publics nous disent que le système est je dirais... comment dire, on ne sait pas lequel on va construire, mais en tout cas que le système actuel est complètement obsolète. Enfin, on voit qu'on est à un moment de bascule plus nettement qu'à mon avis sur les questions des mobilités. Mais c'est un parti pris, je dis ça, c'est pour lancer le débat. Je n'assène pas aucunement. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est bien. Enfin, je dirais, c'est pas. Voilà. Et troisième, moi, ça m'a frappé, je le dis voilà, modestement, et peut-être vous allez avoir un point de vue contraire. Sur l'énergie, finalement, sur le local, il y en a un, on est un modèle obsolète. 2, on est tous d'accord. Enfin, l'eau, c'est les années mobilité années 80-90, et on voit que ça en voie d'obsolescence, mais c'est pas généralisé que ça se dise. Sur l'eau, il y a un essor de consensus. Sur l'énergie, plus bizarrement, en fait, il me semble qu'il n'y a pas de vision réellement partagée. Ça nous a beaucoup frappé, c'est-à-dire qu'effectivement, tous les élus, bien sûr, tout le monde dit. On sait qu'il faut décarboner, on sait qu'il faut produire plus d'énergie renouvelable, etc. Ça, bien évidemment, cet arrière-plan des enjeux climatiques et écologiques est évidemment tout à fait connu. Mais de dire comment, en fait, quelles sont les contributions du local, et par exemple, c'est très intéressant, une discussion avec M. Bisson en disant, mais est-ce qu'un territoire doit s'engager, par exemple, dans une réduction des consommations énergétiques globales? Est-ce que c'est un objectif qu'un territoire doit se signer? Si oui, comment? Si ce n'est pas le cas, parce que j'ai un data center, comment je négocie avec les autres? Par exemple, il n'y a pas, il me semble, de vision très claire de l'ensemble des responsabilités que le local devrait porter sur la question de l'énergie, ce qui en fait, je dirais, une troisième nature de débat public sur... voilà, c'est un autre levier de la transition, mais il me semble que le débat n'est pas à la même maturité et peut-être, d'une certaine manière, peut-être le plus flou sur les responsabilités que le local pourrait endosser globalement sur cette question énergétique. Voilà, un petit peu de lecture transversale pour vous faire réagir. Le but de ça, c'est faire réagir des... tant mieux, allez-y. Alors, je vais réagir
la politique, c'est noble, il faut politiser. Dans un an et quelques, nous aurons des élections municipales. J'y reviens parce que pour nous, c'est la base de tout. Hein. C'est là où se crée le dialogue pertinent, citoyen, et une forme d'acculturation de nos problèmes avec nos citoyens et potentiellement nos électeurs. On va parler de quoi? On va parler de sécurité, on va parler de la qualité des trottoirs, on va parler de fiscalité, on va parler de grands équipements, de culture, de sport. On va à peine parler d'emploi parce que c'est pas une compétence locale, mais ok. Sincèrement, on va très peu parler en principe d'eau, on va très peu parler de santé, on va très peu, autres sujets de gouvernance, mais enfin, on va pas tous les aborder, on va très peu parler des énergies et finalement assez peu des mobilités externes, puisque voilà, on va parler des pistes cyclables. C'est quoi la place du vélo? Est-ce qu'il faut une zone 30 à Libourne, machin? Très bien. Ouais, ok. Bon. Et comment on arrive à politiser ces grands sujets? On y est arrivé dans les années récentes. Sur l'électricité, on a eu un grand débat. Toutes les collectivités ont eu ce débat. C'était il y a 3 ans. Hein, c'était suite à la guerre en Ukraine. Bim. On nous a dit, les amis, pour passer l'hiver, il va falloir faire des économies. Ah bon? Et là, on a eu des échanges citoyens avec des Libournais à qui on disait on va baisser l'eau de la température de la piscine, on va éteindre l'éclairage public, on va baisser la température des salles de sport, voire les fermer, enfin couper la température, faire du hors-gel. Et là, on a eu un débat populaire sur l'électricité. Et on va se dire, tiens, il faut qu'on produise aussi. Ce débat, c'est un peu estompé parce que finalement, il n'y a pas eu de coupure d'électricité. On avait même mis des plans locaux de sauvegarde. Mais c'est moins devenu un sujet prégnant. En fait, pour faire qu'un sujet soit politisé, je vous suggère de couper l'eau, l'électricité. Nous, on a un débat sur le territoire, monsieur le sous-préfet le connaît, c'est le débat sur les déchets. Autre sujet qui est mal gouverné, hein, nos déchets. Bon, mais c'est pas compliqué. Le syndicat, à mon avis, a tort, mais enfin, au moins, il a lancé le débat, il a dit, je ramasse plus vos poubelles. Ah bon, c'est plus nos... Non, c'est du portage... obligatoire, mais on ramasse plus vos poubelles en porte-à-porte. Ça fout un bordel incroyable, à juste titre. Mais au moins, ça a le mérite de lancer le sujet politique de cette compétition. Et sur l'eau, c'est la même chose. On a le débat, là je disais, en Gironde, nous, quand on tourne le robinet d'eau, il y a de l'eau. Quand on veut construire, ça devient plus compliqué. Moi, je raconte ma vie, une partie de mes vacances en Corse. Cet été, je tournais l'eau, il n'y avait pas d'eau potable. Hein, dans le Cap Corse, il n'y a pas d'eau potable. On se pose la question de la désalinisation, etc., etc. C'est ça qui fait que c'est un débat populaire. Donc, de la crise est généré un débat populaire. Aujourd'hui, nous y sommes. Mais il y a un mais, c'est qu'il n'y a toujours pas les outils de gouvernance. Donc c'est là où il faut que nos chefs à plumes soient un peu plus pragmatiques pour que ces questions, si elles sont fondamentales, et c'est ça qui crée du stress. Il y a un stress terrible, y compris chez la jeunesse, qui ne sait même pas si... à qui on dit, vous allez voir, vous verrez peut-être pas la fin du monde. Vos enfants, on s'en approche déjà. C'est un truc de dingue. Bon, et il faut donc désormais apporter des réponses qui soient éminemment politiques, à la bonne échelle. C'est pas à l'échelle de Libourne que je vais régler le problème de l'eau, de l'électricité, des déchets, de la santé, du machin. Ou alors je fais une république. Bon, chez Libourne-Monaco, je ne sais pas comment on s'en sort, mais enfin, au moins... mais si je ne fais pas une république, donc si on ne fait pas du séparatisme local, eh bien, il faut penser plus global.
pas forcément à l'échelle de la mondialisation, quoique, mais c'est pas, là on noie le problème, c'est à l'échelle du bassin où doit se réguler cette politique publique. Et là, on n'y est pas du tout. Pour rebondir sur ce que tu dis, et je te rejoins complètement sur un point, c'est l'effet crise. Je vais simplement raconter comment nous, on essaye finalement de... Parce que sur 2 des 3 sujets, l'eau et l'électricité, on est sur de la ressource, enfin l'eau et l'énergie, pardon, c'est ni plus ni moins que comment on territorialise nos limites planétaires. J'aime bien me prendre ce sujet-là, parce que finalement, c'est par là que je le traite, moi. Alors, pas avec ces termes. Mais voilà, très clairement, problème de l'énergie. Réponse à ça, un plan de sobriété. Sur Montbrison, moins 36%. Sur l'Aglo, moins 22% de consommation uniquement sur de la pédagogie. Il n'y avait rien de coercitif. Toute mon équipe m'a dit, bah, ça a marché cette année, tu vas voir l'année prochaine, ça va reflamber pareil. Ben non. Après les moins de 36, il y a encore moins 4. Alors on m'a dit, bah oui, mais il n'a pas fait le même hiver qu'hier. J'ai dit, bah d'accord, mais pour l'électricité, il n'y a pas que des chauffages électriques quand même. Donc en fait, la crise permet de prendre conscience de choses, à nous aussi, quels que soient nos niveaux, de porter, et moi ce que j'essaye de porter, c'est cette transition écologique. Alors, par chance, et c'est par chance, par opportunité, on a des dispositifs cœur de ville. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on était retenu comme Cahors au plan de transformation des zones commerciales. Sur ce plan de transformation des zones commerciales, l'ensemble des entreprises qui sont sur ma zone sont volontaires pour participer au travail de transformation de la zone. C'est même eux, il y a 4 ans, qui m'avaient apporté un projet pour améliorer l'évolution de la zone. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des prises de conscience quand même. Le problème, c'est que si on ne parle à nos habitants que de ce que l'on sait peut-être, où c'est trop compliqué ou trop perché, ils ne vont pas nous suivre. Par contre, si on arrive à concrétiser des petites choses, on finit par emmener les gens. Et si on emmène les habitants, ça devient beaucoup plus facile d'avoir de la gouvernance, parce que c'est eux qui finissent par demander des résultats. Sur l'eau, très franchement, les agriculteurs sont particulièrement sensibilisés, et on disait tout à l'heure qu'ils ne vont pas aller dans la rue pour... Enfin, sur ces sujets-là, les gens ne vont pas dans la rue. Sur l'eau, si. Sur l'eau, je peux vous dire que le jour où le préfet a commencé à dire que l'irrigation allait être interdite parce qu'il fallait privilégier l'eau potable, ils étaient dans la rue avant même que ce soit passé dans le journal, tant et si bien que finalement l'irrigation a été maintenue, moins, mais elle était maintenue et on s'en est sorti. Quand on dit chez nous que l'eau va augmenter, enfin je le dis tous les jours, moi, l'eau va augmenter et c'est pas fini. Et puis après on dit quoi ? Qu'elle coûte 2,25 € le mètre cube d'ici 2025. Si vous rajoutez l'assainissement, ça fait 4,5 €. Allez, allons jusqu'à 5 € le mètre cube. N'importe quelle eau minérale aujourd'hui, le 1,5 litre, il coûte 1 €. 1,5 litre, ça fait 700 bouteilles. On compare un mètre cube qui coûte 700 € à une eau potable qui coûte 5 € le mètre cube. Mais non, l'eau n'est pas chère. Elle peut même doubler, elle peut même coûter 10 € le mètre cube. Et là, on arrivera à sécuriser. Mais continuez de faire croire aux gens qu'on ne va pas augmenter l'eau. Sauf que depuis qu'elle est rare, tout le monde comprend qu'elle va augmenter. C'est moins une problématique. Donc je crois que je suis d'un naturel optimiste et de regarder le verre à moitié plein. Mais par moment, et j'ai envie de le dire comme je le pense, nos politiques publiques nationales sont en silo beaucoup plus que nous on l'est, mais complètement en silo. Si je prends un exemple encore sur la rénovation énergétique des bâtiments. Enfin, nous, on a un programme local de l'habitat, j'imagine qu'il y en a de partout, qui donne des subventions pour que les gens isolent le bâtiment pour moins consommer d'énergie. Et puis on arrive avec les aides de l'ANA. J'ai rien contre l'ANA. Hein. Mais qui comprend ? C'est un truc de fou. Donc on est obligé de mettre des guichets uniques et des professionnels de la subvention pour aider les gens à s'y retrouver, si tant est qu'ils connaissent le guichet unique. Tant qu'on aura des politiques en silo comme ça, qui descendent d'en haut, on n'y arrivera pas. Je pense qu'on n'y arrivera pas. Donc il faut qu'on bouscule un peu les choses en bas. C'est ce qu'on fait à travers tous les travaux qui sont ici. Et sur les gouvernances, je pense qu'il y a de multiples gouvernances qui existent. Et je pense que ce qui peut exister dans le Montbrisonnais doit être différent à Libourne, parce que ça ne fonctionne pas forcément pareil. À l'arrivée, ce qui compte, c'est le projet de territoire. Quant à l'échelle, pour que ça marche, oui, regardez les projets alimentaires territoriaux. On a tous un projet alimentaire territorial dans nos différents secteurs dans la Loire. Finalement, on a été moins bêtes sur ce coup-là. On s'est rendu compte que même si on avait 3 PAT, on pouvait avoir qu'une légumerie.
Ah, c'est bien, on a 3 PAT, mais on n'aura qu'une légumerie. Bon, ben voilà, on n'est pas obligé de gouverner ensemble pour avoir des idées communes. Ce que je voulais dire, et tu as raison, la crise sert beaucoup, et il faut qu'on capitalise là-dessus. Moi, je lâche rien sur l'eau. Hein. Bon, ça tombe bien, en plus, on n'en a plus. Donc, Au fond, vous disiez tout à l'heure que vous étiez parti de la crise, ou plutôt d'un sentiment que Nevers était en crise, au fond. Ouais. Moi, je connais très peu les territoires de mes collègues, mais je sais que Libourne est un territoire somptueux, enfin bon, avec ce vin, etc. Enfin, non, nous, en 2014, en fait, le fromage, oui. Et nous, effectivement, et c'est plus facile dans ces cas-là. Bon, la crise, elle était chez nous, c'est-à-dire que une ville comme Nevers, il n'y avait plus rien. En fait, c'était donc une ville de petites entreprises, de sous-traitance industrielle, et ce territoire a été complètement dévasté. Il n'y avait plus, toutes ces entreprises étaient parties, donc notamment en Asie du Sud-Est. Et donc, on s'est dit, bah, qu'est-ce que l'on fait? Et quand effectivement, on a le dos au mur, et là, on réagit. Et donc, c'est comme cela qu'est née cette envie de numériser, puisque là aussi, l'IT, c'est quelque chose de pas cher. Il suffit d'avoir un cerveau, un laptop, et puis on produit. Donc, c'est comme ça qu'on s'est bougé, et c'est comme ça qu'on en est arrivé à un territoire aujourd'hui qui commence à sortir un peu... je ne vais pas dire la tête de l'eau parce que je vais me faire tuer là. Mais enfin voilà. Donc non. Alors effectivement, c'est regrettable quand même ce que vous dites, parce que attendre qu'il y ait une crise pour que ça bouge, mais j'adhère. Hein, c'est pas le débat. Mais c'est regrettable. On devrait nous avoir quand même un coup d'avance à chaque fois, anticiper, etc. Mais effectivement, politiquement, c'est pas simple à faire passer. C'est un peu comme l'assurance, vous savez, quand vous n'avez pas de problème, l'assurance c'est trop cher, etc. Bon voilà, c'est quand on a un problème que l'assurance, on s'aperçoit que c'est utile. Et effectivement, politiquement, c'est complexe de dire, bah voilà, aujourd'hui on va passer le prix de l'eau à 4 euros, parce que si, parce que ça, parce qu'il faut renouveler les canalisations, parce qu'il faut qu'on ait de l'eau. Mais c'est pas facile. Politiquement, il faut être audacieux et avoir le courage de nos mandats, et c'est le challenge qui est le nôtre au quotidien. Alors, je ne veux pas être plus vertueux ou moins vertueux que les autres, je ne sais pas, mais c'est un challenge d'élu, un challenge, je dirais, de courage politique, d'anticiper effectivement avant qu'il y ait des situations de crise. Et en plus, quand il y a des situations de crise, on les a connues là depuis 5 ans, Covid, etc. C'est souvent, je veux dire, c'est sauf qui peut, quoi. Chacun, effectivement, là, travaille de son côté, de manière et là, on retrouve du silo. Donc là, très agréable, l'estrade est positive, on est tous des élus qui cherchent à travailler en commun avec beaucoup de sérénité, et ça me rend vraiment très heureux, et je suis intimement convaincu qu'on va trouver des formules de toute façon sur nos territoires pour justement anticiper les sujets. Merci. Alors, on avait prévu de laisser un petit peu de temps de questions à la salle, si vous voulez réagir. Moi, c'est simplement un témoignage par rapport à la gouvernance sur l'eau et l'assainissement. Parce qu'on a encore un exemple. Alors, la Loire, fleuve, traverse tout le département Loire. Donc, à Roanne, nous avons 3 barrages, avec 2 barrages qui sont des retenues d'eau, donc on ne souffre pas trop de l'eau. Et il y en a un qui est fait pour l'étiage, et puis en aval pour les centrales. Voilà. Concernant l'eau, si je fais un petit historique, je vous ai parlé de Roanne Agglomération qui avait 40 communes. Avant, c'était Grand Roanne, qui avait 6 communes. Il y en a 5 qui avaient la compétence eau via un syndicat, qui s'appelait, alors je ne sais plus si c'était à l'époque syndicat de la Rouennaise de l'eau, peut-être pas, mais c'est que 5 communes. Après, on s'est agrandi, donc ça s'est fait progressivement, en prenant les communes de Roanne Agglomération, nouvelles 40 communes, donc on a supprimé un certain nombre de syndicats, et maintenant on en est à peu près 80 communes rouennaises de l'eau, ce qui représente 2 fois le nombre de communes de la Rouennaise de l'eau. Et je vous garantis qu'aucune petite commune ne regrette, parce qu'on a récupéré des réseaux d'assainissement qui étaient catastrophiques, des petites stations d'épuration, des lagunes, ce qui veut dire qu'en termes de solidarité, jamais ils auraient fait ces travaux, et en termes de solidarité, en fin de compte, c'est les 70 000 habitants de l'ex-Grand Roanne, tant mieux, par solidarité, qui ont fait ces travaux. Donc la gouvernance, elle existe, elle est possible. Concernant l'énergie, on a un syndicat qui s'appelle le syndicat intercommunal des énergies de la Loire, qui regroupe, enfin, je dirais, les 99%
des collectivités du département, donc un peu plus de 300, où on a un appel d'offres pour avoir des coûts préférentiels, où on a la compétence aussi panneaux photovoltaïques. Voilà. Il y a des moyens pour peu qu'on s'entende et qu'on puisse le faire, mais indépendamment des idées politiques, hein, parce qu'on travaille tous pour l'intérêt du territoire et de nos concitoyens. Ça existe, c'est possible. Voilà. Merci. Pour parler du ciel, le syndicat dont il vient de citer sur l'énergie, il pourrait être particulièrement intéressant que justement ce syndicat se saisisse véritablement de la production d'énergie sur l'ensemble de son périmètre. Et aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas, il ne s'est pas saisi de cette question-là, mais peut-être que ça viendra. En tout cas, on peut toujours y contribuer, à le pousser à le faire. Merci. Je suis le président du conseil de développement de la Cali, donc mon patron est là-bas. Mais en même temps, je suis citoyen, évidemment. Et donc nous sommes un petit groupe d'une soixantaine, entre 60 et 70 personnes du territoire de la Cali, 45 communes. Et tous ces sujets forcément nous intéressent puisque nous avons cette année en saisine l'eau. Nous avions le ZAN l'année dernière, nous avions la ZFE une année précédente. Et tous ces points de convergence, en fait, on s'aperçoit de choses. Là, je parle du point de vue de l'usager en termes d'expertise, puisqu'on a été un peu choisi pour ça. Donc du coup, c'est bien d'apporter la vision du citoyen lambda que nous sommes. Moi, je suis toujours interloqué quand on dit on va régler un problème en augmentant les taxes, en augmentant le prix de l'eau. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas trop compliqué à faire. J'étais élu avant, c'est vrai que ça peut être intéressant de trouver certaines mannes financières en augmentant. Moi, je crois que ce qui est important, c'est comment on fait pour appuyer sur le levier du comportement de l'usager. On parlait des jeunes, et j'ai aussi des enfants assez jeunes. Il faut des fois que je sorte de mon salon pour dire à mon gamin, t'arrêtes, ça fait plus de 5 minutes, tu te douches. Il y a tout un tas d'acculturation au fait de dire l'eau, demain il n'y en aura plus parce que l'Éocène ne se reconstituera jamais. Ça n'est pas possible. En revanche, on peut effectivement mieux la traiter, mieux la récupérer, et on présentera des propositions à notre président sur l'engagement aussi, par exemple, dans le domaine de l'habitat, d'obliger d'avoir des récupérateurs d'eau à la construction d'une maison individuelle. C'est du neuf. Ça coûte 200 €, 300 € pour les toilettes, pour la douche, pour d'autres utilisations non potables. Donc il y a plein de solutions, mais les solutions, il faut les imposer. Ce sont des solutions qui ne coûtent pas grand-chose, qui seront dans l'investissement, on les retrouvera assez facilement, mais en revanche, il faut obligatoirement, sur des sujets comme ceux-là, qui sont très prégnants et qui vont impacter notre façon de vivre, et peut-être pas à moi, mais à mes enfants, c'est sûr, et à mes petits-enfants, c'est pas certain qu'ils voient le bout du tunnel. Donc ça, c'est très important. Alors, l'énergie, je crois qu'on a des solutions, forcément, tant que ça brille, ça va peut-être nous sauver. Mais pour l'eau, c'est un problème, à mon sens, très, très sérieux. Et c'est pour cette raison qu'il faut peut-être aussi s'entourer de certaines instances citoyennes qui réfléchissent de manière bénévole sur ces sujets, parce que ce sont les utilisateurs. Et c'est vrai, c'est un vrai sujet politique. Pour le coup, est-ce que vous avez un effet Ralgan avec vous? Parce que la réponse que je vais vous faire, elle est encore moins facile à comprendre pour l'usager, dans la mesure où on a un système aberrant dans la gestion de l'eau et dans la comptabilité de l'eau. C'est un budget annexe. L'eau paye l'eau. C'est-à-dire que le mètre cube d'eau que vous consommez coûte et fait la recette du service qui finance ses propres dépenses. À la différence des taxes, c'est que c'est justement pas une taxe, c'est-à-dire que c'est un tarif. Et si on n'augmente pas le tarif, donc le tarif est stable, il n'y a aucune recette supplémentaire parce qu'il n'y a pas de base d'imposition comme les taxes. Quand il y a des bases d'imposition avec un taux, la base augmente naturellement avec l'évolution et pas le taux. Donc on peut se permettre d'avoir des taux fixes avec des recettes qui augmentent, qui permettent de payer l'augmentation des charges, électricité, fonctionnaires, etc. Sur l'eau, ce n'est pas le cas. Si on n'augmente pas le tarif, on aura des dépenses qui augmentent de toute façon. Donc forcément, le tarif augmente. Première chose. Et si en plus, on fait un plan de sobriété eau, ce que nous faisons sur la foire agglomération, vous diminuez la consommation. On plombe les recettes. Et donc le prix au mètre cube va augmenter. Donc je suis entièrement d'accord qu'il faut faire un plan de sobriété eau. Mais alors si jamais on dit aux gens, faites-le, vous allez payer moins, et qu'ils regardent leur facture, ils vont voir qu'au plus ils font de l'économie d'eau, et au plus le prix au mètre cube augmente. Eh bien ça, il faut le changer.
et j'invite à une réflexion sur le modèle tarifaire de tout à l'heure. Autre aberration, aujourd'hui, on pourrait pénaliser ceux qui consomment beaucoup d'eau ou qui ne font pas d'efforts de consommation d'eau. En faisant quoi? En faisant en sorte qu'au plus vous consommez, au plus l'eau augmente. D'accord? Sauf qu'on ne peut pas le faire par profession. Donc dans l'eau, vous emmenez avec vous des augmentations de charges énormes pour les maisons de retraite, pour les laiteries, pour certaines entreprises qui ne peuvent pas se passer d'eau, et pour l'habitat social, etc., etc. Donc le sujet de l'eau est d'autant plus grave dans sa gouvernance que même son mode de financement pose question aujourd'hui. Donc je vais du coup saisir mon propre conseil local de développement sur le sujet, vu ce que vous venez de me dire, ça m'a donné une idée. Non, mais je rebondis, ce que tu viens de dire est tout à fait juste, c'est très important. Nous, on a mis en place... je succède à Gilbert Mitterrand, qui était le fils de son père, qui était aussi le fils de sa mère. Non, ce qui n'est pas commun, mais Daniel Mitterrand avait une réflexion, une influence presque mondiale sur l'eau, hein, puisque présidait une fondation qui s'appelle France Liberté et plaidait pour le droit à l'accès à l'eau potable gratuite. Bon. Et comme c'est vital, on voit bien que... Bon. Bref. Et on a été la première commune de France à mettre en place la tarification sociale et progressive de l'eau. Avec des résultats qui sont plus dogmatiques que pragmatiques. Hein. Ça n'a pas... pour les raisons que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'on n'individualise pas la consommation. Donc on pénalise l'habitat social, on pénalise l'hôpital, par exemple. Donc, bon. Mais la loi Brottes a fait des avancées là-dessus et ce sont des beaux challenges législatifs. Comment faire en sorte que nous puissions avoir des comportements plus vertueux, plus citoyens pour avoir une facture qui soit plus individualisée, liée à notre comportement, mais ça veut dire aussi qu'il ne faut pas pénaliser la famille nombreuse au détriment de la mamie propriétaire du château Pétrus qui vit seule, quoi, bon, et qui, elle, paierait l'eau pas cher. Donc, bon, ça pose des tas de sujets, mais ces sujets, ils sont effectivement à l'étal dans la réflexion, pour l'instant. Et ça, pourtant, c'est passionnant. Mais oui, il y a plein de... Tu as dit des choses fortes et intelligentes, mais parfois, de manière contre-intuitive, fausses. Par exemple, on ne peut pas utiliser l'eau de pluie pour la chasse d'eau. Eh ouais, on ne peut pas. En France, on ne peut pas. C'est interdit. Par la DREAL, monsieur le sous-préfet, on ne peut pas. À Singapour, parce qu'il n'y a pas d'eau. En Israël, parce qu'il n'y a pas d'eau. À Singapour, c'est 95% de l'eau vient, l'eau potable est récupérée de la station d'épuration. En France, on n'en est même pas à 1%. Enfin, on peut arroser, on peut utiliser les eaux grises, mais c'est le programme REUT, c'est ça, hein, le programme européen qui favorise. Mais voilà. Alors, il y a des expériences, en tout cas, il y a des expériences qui marchent. Au-delà de la gouvernance, il y a des expériences qui marchent sur les territoires. Et il y a une fédération qui me plaît bien, moi, j'irai la rencontrer en marge du Congrès des maires dans 15 jours. Peut-être que les experts, les chercheurs, les intelligents de cette salle peuvent... ça s'appelle tout simplement la Fédération nationale des trucs qui marchent. C'est vrai, hein, ce que je vous dis. Elle existe. C'est la Fédération nationale des trucs qui marchent. Ça s'appelle comme ça. Ce sont des élus qui ont décidé de collecter les bonnes initiatives réplicables. Réplicables. Parce que parfois, il y a des bonnes initiatives qui ne peuvent exister que sur notre territoire. Et c'est ça la vie politique et la dynamique citoyenne. Mais, donc, il faut être optimiste. Mais aujourd'hui, incontestablement, on n'a pas tous les outils, j'y reviens, parfois législatifs, parfois réglementaires, pour pouvoir avancer sur des problématiques aussi impérieuses, avec
des impératifs de réussite, mais souvent des injonctions contradictoires qui viennent assez régulièrement, je ne vais pas agresser du tout l'État, mais non, mais l'État fait les serviteurs de l'État, les fonctionnaires de l'État ne font que traduire de la pensée politique du moment ou des mois précédents. Voilà, il faut être optimiste, mais je pense qu'il est temps quand même de remettre un peu d'intelligence collective et d'induction. Vous voyez, que ça parte des territoires plutôt que ça descende. On manque d'induction. Bah merci, c'est en partie ce qu'on essaye de faire. On va peut-être passer la parole maintenant à Jean-Philippe Le Gall et auparavant remercier tous nos intervenants. On a vu que finalement on a commenté à peu près tous les 6 leviers, Xavier Desjardins, exactement tous. Et donc merci beaucoup pour ces échanges. On voit qu'il reste du pain sur la planche.